Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée aux cadeaux de fin d'année. Enfin, surtout en ce qui concerne les livres d'histoire. On continue aujourd'hui notre tour d'horizon des coups de cœur 2023 avec nos invités, Sophie Larribie-Glaudel pour l'histoire antique et Manon Pignot en histoire contemporaine. Vous retrouvez toutes les références de leurs conseils sur le site de l'émission paroledhistoire.fr, également sur la chaîne YouTube du podcast, avec aussi les épisodes précédents pour des conseils avisés en histoire médiévale, moderne et en BD historique. Avant la fin de l'année, il reste 2 épisodes de podcast à venir, demain et après-demain, avant les fêtes, pour parler de sciences sociales, parce que rien ne rime mieux avec Réveillon que Passeron ou Boudon. Tout de suite, cap sur l'Antiquité. Merci et très bonne écoute. Pour donner quelques conseils et coups de cœur en histoire antique en cette année 2023, j'ai le plaisir de retrouver Sophie Larribie-Glaudel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire grecque, on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble à ce micro, et vous avez de nouveau sélectionné des livres qui portent notamment sur l'histoire grecque, avec un livre en particulier d'Aurélie Damet, Les Grecs. Donc le titre en entier est le suivant, Les Grecs, destin au pluriel de femmes, au pluriel également en Grèce antique, et c'est un livre que j'ai souhaité présenter puisque il est à la fois très agréable à lire pour des spécialistes de ces questions d'histoire ancienne, des spécialistes d'histoire des femmes peut-être à d'autres périodes, et je pense que c'est un livre qui est tout à fait grand public tout en étant extrêmement savant, puisqu'il est composé en fait de plusieurs chapitres. Alors, il y a des notes de bas de page à la fin de l'ouvrage, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Mais on a donc une présentation très agréable en chapitres, en fait thématiques, où Aurélie Damet nous présente plusieurs portraits de femmes grecques, des femmes d'Athènes, mais aussi des femmes de Sparte, des femmes de Thèbes, des femmes à Olympie, ou encore en Égypte, gréco-romaine. Chacun de ces petits chapitres donc traite d'un sujet en particulier. Alors j'en ai retenu 2 qui me paraissent particulièrement intéressants. Alors évidemment du point de vue de ce sur quoi je travaille, il y a un très chouette chapitre sur Agnodiké d'Athènes et Antiochie de Tlos, donc qui étaient des femmes médecins, puisque on l'oublie souvent dans le monde grec et dans le monde romain également, les femmes avaient accès à la médecine en tant que praticiennes. On a des exemples littéraires qui sont convoqués par l'autrice dans ce livre, et puis on a également des traces épigraphiques de ces parcours de femmes médecins, alors qui certaines peuvent être qualifiées de sages-femmes, mais d'autres sont des médecins à proprement parler. Et l'autre chapitre sur lequel je voulais m'attarder, c'est celui qui est consacré à Corinne de Tanagra, femme de lettres, donc une poétesse dont on a gardé quelques textes. Alors pourquoi Corinne de Tanagra? En fait, via Corinne de Tanagra, c'est l'occasion de parler de toutes ces femmes poétesses grecques dont les textes ont été pour beaucoup perdus, encore plus que malheureusement les textes masculins. Ces poétesses, donc on commence, enfin non, ça fait un bout de temps qu'on s'y intéresse, mais on commence à les étudier en tout cas avec les étudiants en lettres classiques ou les étudiants en histoire. On leur soumet maintenant davantage de textes de ces autrices sur lesquels on se penche. Donc, je voulais vous parler de ce très chouette livre d'Aurélie Damet, sur ces destins au pluriel, et j'insiste, de femmes au pluriel, puisqu'elle aborde des profils extrêmement divers. Elle poursuit le but de lutter contre l'invisibilisation des femmes en histoire. C'est un mouvement maintenant qui est en place depuis un certain temps, et je pense que le combat est en grande partie gagné. Mais voilà, c'est une œuvre, un livre qui contribue à cette lutte et qui me semble tout à fait pertinent et intéressant. Toujours en histoire grecque, mais cette fois du côté des dieux et des rituels, vous allez présenter le livre d'Adeline Grand-Clément chez Anacarsis, Au plaisir des dieux. En lisant la présentation du livre, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu comme si on avait fusionné les approches de Nicole Leroux et Alain Corbin, en quelque sorte, puisqu'il est question du sensible et du religieux en Grèce antique. Oui,
Exactement. Donc c'est un livre, alors le titre exact, c'est Au plaisir des dieux, expérience du sensible dans les rituels en Grèce ancienne. Et dans cet ouvrage, l'autrice revient sur des aspects qui, de prime abord, peuvent nous échapper, hein, tout ce qui est du sensible. Donc il y a effectivement toute une réflexion sur comment faire l'histoire du sensible, des sensations et des sens. Donc ça, l'enquête est particulièrement bien menée. Euh, donc ce sont des thèmes, hein, les couleurs notamment, qui ont beaucoup intéressé Adeline Grand-Clément, puisqu'elle a consacré un certain nombre d'articles aussi à ces questions. Je voulais m'arrêter sur un chapitre en particulier. Alors, effectivement, elle revient sur beaucoup de ces aspects sensibles des rituels, hein, les odeurs, la vision, bien sûr. Il y a un chapitre sur les couleurs, j'y reviendrai après. Il y a un chapitre également sur la tenue vestimentaire et qui est extrêmement intéressant. Le titre, c'est With or Without Shoes, donc est-ce qu'il faut retirer ses chaussures en quelque sorte, où elle revient sur ces questions du corps dans les rituels. Qui est vraiment fascinant. Il y a un chapitre, alors, qui moi m'a beaucoup intéressé, mais pour d'autres raisons, parce que c'est un impensé des travaux, enfin un impensé, c'est peut-être un grand mot, mais un aspect sur lequel on travaille peut-être un peu moins parce qu'on n'a pas suffisamment de sources. Le chapitre donc est intitulé Des psychotropes dans les rituels grecs. C'est un chapitre extrêmement intéressant puisque ça part, on peut partir nous de nos représentations, hein, évidemment si on dit psychotropes et rituels grecs, on pense à la Pythie. Donc elle revient sur toutes ces questions ces études qu'on a menées, notamment à partir des années 70, autour de ces thèmes, hein. Des études autour aussi des chamans, etc. Et effectivement, donc on a quelques traces, hein, dans nos rituels d'usage potentiel de substances, alors on dirait psychotropes, hein, euh, moi, ça a fait écho à des travaux que je mène, hein, sur des divinités de l'enfance. Et on a plusieurs déesses, alors pas des déesses, pas tout à fait, des figurines qu'on retrouve dans ces sanctuaires, qui sont des figurines féminines qui tiennent une fleur, mais pas n'importe quelle fleur, qui tiennent une fleur de pavot. L'interprétation de cette fleur de pavot, alors ça a été de dire qu'à l'intérieur du pavot, il y a des petites graines, que les graines de pavot sont utilisées aussi pour cuisiner des gâteaux, mais une interprétation possible aussi serait l'usage de ces plantes. Alors, peut-être pas dans une perspective rituelle, mais dans le cadre de rites de fertilité et de naissance, eh bien, peut-être pour eh bien, accompagner, en tout cas aider les femmes à mieux gérer les douleurs de l'accouchement ou les douleurs postpartum. Donc, m'emmener un petit peu loin, mais c'est un chapitre voilà, qui est vraiment très intéressant, qui pose aussi la question de l'ivresse, hein, qui est abordée dans ce livre. Alors, c'est même un chapitre complet, hein, qui est consacré à ces énologies rituelles. Et il y a un autre chapitre extrêmement intéressant. Alors, ils sont tous intéressants. C'est un livre assez épais, mais qui se lit vraiment bien. Le chapitre 10, hein, sur les couleurs, puisque on a encore tendance, même si on travaille là-dessus depuis quelques années, mais on a encore tendance à se figurer une antiquité blanche, eh bien, vous avez tout un chapitre, hein, sur la question des couleurs qui sont utilisées, notamment la question des couleurs des vêtements et des textiles qui pouvaient être déplacés, manipulés pendant les rituels, hein. C'est tout un chapitre qui est consacré à cette question du textile et des couleurs. Donc, il y avait aussi un sens en contexte rituel. Alors c'est d'autant plus intéressant que une partie des descriptions contemporaines des rites antiques, bon, je pense surtout à Rome où ça a été beaucoup dit, on a beaucoup parlé de religion froide et ritualiste, de la froideur supposée de rituels. C'est important de redonner l'aspect sensible, y compris des émotions ou des états seconds dans lesquels on pouvait parfois être, voilà, pour incarner ces rituels et montrer que on avait parfois plaqué sur eux peut-être des images ou des idées qui étaient fausses. Je crois qu'on va passer du côté de la Babylonie, mais de la Babylonie hellénistique, avec un recueil collectif publié aux Belles Lettres en début d'année.
Alors effectivement, c'est un recueil de textes traduits et commentés consacré à la Babylonie hellénistique, hein, que l'on doit à Laetitia Grasselin, Philippe Clancier et Julien Monnery. C'est publié dans la collection de la Roue au livre, la Roue à livre, pardon. C'est un ouvrage qui est extrêmement précieux puisqu'il met à disposition de scientifiques, mais aussi évidemment d'étudiants qui ne maîtrisent pas forcément le cunéiforme, hein, qui ne peuvent pas aller lire ces sources babyloniennes. Eh bien, elles sont mises à disposition, donc traduites et commentées dans cet ouvrage qui nous permet de prendre toute la mesure de ce que les sources babyloniennes, non grecques, peuvent nous apporter à la compréhension de la Babylonie hellénistique, à partir donc de la conquête d'Alexandre, puis donc de la domination de ses généraux et des descendants de ces derniers. Donc ça, c'est un ouvrage extrêmement précieux, comme je l'ai dit, hein, autant pour les scientifiques que pour les étudiants, avec un choix de texte qui éclaire de nombreux aspects donc de cette histoire, hein, de la Babylonie. Alors on l'étudie quand on fait de la sociologie avant Alexandre. Quand on étudie la Babylonie hellénistique, eh bien on l'étudie évidemment avec les sources classiques auxquelles on a un accès quand même beaucoup plus facile. Eh bien évidemment, ça fait quelques années, hein, que on sait que les entre guillemets les Mésopotamiens ont aussi produit des sources, mais voilà, là on est dans un mouvement de mise à disposition assez large de ces textes qui est extrêmement précieux, hein, pour mieux enseigner tout simplement ces questions. Alors vous avez une partie sur l'histoire événementielle, donc qui vous permet de voir comment les Babyloniens en fait ont écrit cette histoire de la conquête, hein. Alors pour l'anecdote, on connaît la date exacte de la mort d'Alexandre puisque tout simplement on a retrouvé une tablette cunéiforme, hein. Il me semble que c'est un texte astronomique, si je ne me trompe pas, dans lequel en fait on nous précise la date à laquelle Alexandre est mort, hein. Donc la confrontation des sources classiques et des sources dites orientales, elle est évidemment essentielle à notre bonne compréhension des événements. Et puis aussi, ça nous permet de mettre en perspective ce que certains classiques ont pu nous raconter. Je vous l'ai dit, une partie plutôt événementielle, et puis, alors il y a une partie sur les temples, extrêmement intéressante, hein, pour voir comment la religion mésopotamienne, en tout cas la religion babylonienne, ont traversé cette période grecque, hein. La question, je suis désolée, il y a le chat qui miaule, la tue-tête. Oui, mais je crois que le chat est un grand défenseur de l'histoire antique classique, purement gréco-romaine, et qu'il a un peu de mal avec ce déplacement géographique et cette prise en compte d'une nouvelle documentation. Ouais. Mais c'est pas grave, il va s'habituer, hein, comme tous les chats. Donc on a une partie aussi sur la religion et notamment donc les temples, hein, puisque ça a été un des grands fournisseurs de textes tout au long de la période. Et puis donc une partie consacrée aux institutions grecques, hein, comment est-ce que en milieu babylonien, eh bien les institutions typiquement grecques se sont entre guillemets acculturées, hein, la police de Babylone par exemple. C'est un passage très intéressant. Et puis il y a aussi un texte, hein, sur le gymnase. Qui est également très intéressant à mettre en perspective avec ce que l'on sait, voilà, du gymnase dans le monde grec. Et puis il y a une dernière partie sur le monde savant, puisque la Mésopotamie a livré un certain nombre de tablettes mathématiques, astronomiques, des tablettes aussi médicales, hein, qui n'est pas tout à fait question ici, mais voilà, il y a toute une ouverture en fait qui est proposée avec ce recueil de textes aux réalités babyloniennes qui ont pendant longtemps été un peu eh bien euh, invisibilisées, n'est peut-être pas le bon terme, mais un peu éclipsées par nos textes des classiques. Donc désormais, il n'y a plus d'excuses. Grâce à ce formidable outil, on peut éclairer notre connaissance de la Babylonie hellénistique, et puis pourquoi pas, pour ceux qui sont concernés, nos cours par ces sources donc babyloniennes traduites et commentées dans ce très chouette recueil.
Alors comme c'est une sélection qui penche plutôt du côté du monde grec, ou en tout cas hellénistique, je me permets d'indiquer que pour ceux et celles qui sont passionnés d'histoire romaine, bon, il y a évidemment beaucoup de parutions, mais parmi les parutions, on trouvera une biographie de facture très solide, celle de Scipion l'Africain, par Laurent Gohary aux belles lettres. C'est une biographie d'un personnage, voilà, un peu éclipsé par son grand rival vaincu Hannibal, mais qui revisite le personnage, et donc bah voilà, pour ceux et celles qui aiment le genre biographique et la période des guerres puniques, on trouvera de quoi lire avec plaisir. Je crois que vous avez également un roman historique dans votre hôte de Noël. Oui, alors je vais rester sur le tropisme grec et le tropisme féminin aussi, en vous présentant un livre. Donc c'est un roman de Jean-Laurent Del Socorro, à qui on doit un très beau roman consacré à Boudica, qui est sorti en 2017 ou 2018. Et Jean-Laurent Del Socorro donc propose dans un roman paru en octobre 2023 de partir aux côtés, sur les traces de Cynisca de Sparte, à laquelle d'ailleurs Aurélie Damé consacre aussi une partie d'un de ses chapitres. Donc cette femme qui était réputée, qui est considérée par la tradition comme ayant participé aux Jeux Olympiques. Alors évidemment, aux Olympiades, évidemment, historiquement, non, mais tout l'intérêt du livre de Jean-Laurent, puisqu'on est dans un roman de Jean-Laurent Del Socorro, c'est de se demander et si après tout la légende était vraie, et si Siniska avait effectivement conduit son char et remporté la victoire, hein, d'où le titre Vainqueuse, qui est d'ailleurs il y a tout un justificatif hein, de l'auteur pour le choix de ce titre, qui en contexte en plus de Jeux Olympiques approchant, eh bien prend une certaine dimension. Donc c'est un très beau livre consacré à une figure historique. Alors qu'on connaît plutôt bien quand on fait de l'histoire ancienne, mais qui a priori est plutôt peu connue du grand public. Et il vous propose donc toute une fresque. Alors il y a eu un travail, hein, j'ai eu la chance de pouvoir eh bien, lire en avant-première le roman. Il y a eu tout un travail de recherche assez admirable, tout à fait admirable de la part de l'auteur hein, qui s'est plongé dans des textes, dans des sources grecques, qui s'est plongé notamment dans, alors, entre autres choses, dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, qui a multiplié les lectures sur Sparte pour aussi contribuer à corriger, mais évidemment du point de vue d'un auteur de littérature, en plus de littérature de l'imaginaire, mais quand même, c'est important, qui a essayé de corriger à sa façon le mirage spartiate qui nimbe encore les parutions, les publications, entre guillemets, grand public autour de la cité de Sparte. Donc c'est évidemment, on n'est pas dans du livre universitaire ou scientifique, mais vous passerez un très bon moment. Alors c'est de la littérature young adult, donc plutôt pour aller des grands lycéens, des étudiants ou tout simplement des lecteurs adultes qui ont envie de passer un bon moment en s'imaginant eh bien, la princesse Siniska qui s'entraîne, qui vit un certain nombre d'aventures. Alors, je veux pas spoiler, comme on dit, mais il y a des discussions avec Hortia qui sont très chouettes, très bien menées. Et puis, il y a des rencontres avec, alors évidemment, un historien qui plus est de l'Antiquité pourra parfois être un petit peu malmené hein, par les rencontres qui sont mises en scène, mais il faut vraiment voir ça comme une proposition d'un auteur tout à fait contemporain qui, à partir du matériau antique, eh bien, propose une réflexion tout simplement sur notre monde, hein, sur le statut des femmes, sur le rapport à l'autre, hein, à la différence. Enfin, c'est vraiment un très beau roman que je recommande. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour recommander le roman dont j'ai parlé, hein, le Boudica, que Jean-Laurent Del Socorro a sorti en 2017 ou 2018. Je n'ai plus la date exacte. Merci pour ce conseil, de quoi patienter en attendant la sortie du jeu vidéo Hades 2, où on pourra jouer cette fois un personnage féminin, la sœur de Zagreus, fille de Hadès, évidemment dans une mythologie inventée pour les besoins du jeu, mais pour ceux et celles qui aiment ça, bon, ça sera assez sympa, je pense, de jouer à Hades 2 courant 2024. Pour terminer, moi je voudrais rappeler que est sorti il y a quelques semaines un atlas archéologique de la France, coédité par l'INRAP et par Talandier, qui est vraiment un bel ouvrage avec vraiment
un jeu de superposition des cartes en allant du paléolithique jusqu'à la période contemporaine et en passant donc par toutes les périodes antiques de la Gaule antique. Très 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 intéressant et qui fait réfléchir vraiment à la donnée archéologique, à la façon de la mettre en image. Et c'est un beau livre visuellement aussi, donc ça fait partie des choses qu'on peut s'offrir évidemment pour la période des fêtes. Merci beaucoup Sophie Larribey-Claudel. Mais merci André pour cette invitation et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mes coups de cœur entre guillemets de l'année au moment des fêtes avec les auditeurs et les auditrices bien sûr. Pour donner quelques coups de cœur en histoire contemporaine, j'ai le plaisir d'être avec Manon Pignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Picardie Jules Verne et plusieurs livres vous ont intéressé cette année, parmi ceux évidemment qu'on a le temps de lire. Oui, bien sûr, il y en aurait beaucoup. La liste des livres à lire est très longue, malheureusement, comparée à celle des livres qu'on a eu le temps de lire. Mais donc j'en ai sélectionné 3, 2 que j'ai lus et dont je pense le plus grand bien, et puis un que je commence tout juste. Mais voilà, j'avais très envie de le lire et donc je me suis dit que je pouvais aussi partager un désir de lecture. Ça marche complètement, d'autant qu'on a reçu l'auteur dans le podcast et c'est effectivement un livre très très stimulant. Je crois qu'on peut commencer peut-être par celui qui a été primé récemment, le livre d'Anoush Kunt. Oui, donc le livre d'Anoush Kunt qui s'intitule « Au bord de l'effacement » sur les pas d'exilés arméniens dans l'entre-deux-guerres aux éditions La Découverte dans la collection À la Source, dirigée par Clémentine Vidal-Naquet. C'est une collection dont vous avez déjà parlé, je pense, André, qui a, comme son nom l'indique, pour fonction de demander aux auteurs de se concentrer sur un document ou un type de document, une source unique. Et je dois dire que depuis que cette collection existe, tous les livres qui sortent sont absolument remarquables. Ça va du livre de Mathilde Rossignol-Méheux sur un fichier de vieux interné à Villers-Cotterêts. Donc une très belle histoire sociale et culturelle de la vieillesse, et de la vieillesse entre guillemets marginalisée. Oui, à pas confondre avec les gens qui écoutaient le discours du président de la République récemment à Villers-Cotterêts. Non, rien à voir. C'est pas le même public. Enfin, je crois. Et puis, le livre remarquable d'Hélène Dumas sur les témoignages d'enfants Tutsis rescapés du génocide du Rwanda. Donc voilà, c'est une collection très éclectique, mais qui a toujours en point commun cette question centrale pour nous en histoire, qui est la question de la source. Et de la source dans toute sa matérialité, dans toute son épaisseur et aussi dans tous ses non-dits. Et c'est le cas du livre d'Anoush Kunt qui travaille à retracer le parcours des Arméniens rescapés du génocide en 1915 qui, après bien des périples, vont arriver en France à Marseille, par cette porte d'entrée qu'est Marseille, et qui vont remplir des formulaires, des demandes d'aide, notamment auprès de ce qui deviendra l'OFPRA, donc l'œuvre d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et donc, c'est vraiment, d'abord, c'est un très beau livre, très bien écrit, une écriture presque littéraire parfois qui fait l'admiration du lecteur. Et puis du point de vue de l'histoire, je trouve que c'est vraiment un livre passionnant parce que c'est comment retrouver des traces, y compris quand les sources sont ténues. Et ce qui caractérise les rescapés des génocides, c'est justement que souvent les traces, elles ont été effacées. Et à plus forte raison dans le cas du génocide arménien, où le négationnisme du crime de masse s'est construit en même temps que le crime de masse lui-même. Il y a vraiment eu une tentative d'effacement de cette communauté arménienne. Et donc, Anoush Kunt raconte, et on la suit, y compris dans sa découverte de la source. Tout le début du livre est sur, on rentre avec elle dans les bâtiments des archives, on descend avec elle au sous-sol, avec les étagères, la poussière, mais je sais pas comment vous dire, c'est pas du tout un procédé d'écriture. C'est vraiment une quête très sincère et une découverte, ce qu'on appelle souvent un trésor d'archives, une pépite d'archives, voilà. Et puis c'est toutes les questions très méthodologiques que la chercheuse s'est posée sur,
quelle histoire faire à partir de ces documents qui sont des fiches, là aussi, individuelles, parfois très lacunaires, parfois il y a des photographies, parfois il n'y en a pas, enfin voilà. Donc elle fait réapparaître cette communauté arménienne au tout début des années 20. Et je dois dire que voilà, c'est un livre assez émouvant, à la fois sur le plan de l'histoire qu'il raconte et puis sur le plan justement de la sensibilité de cette autrice et de la manière dont elle montre sa sensibilité sans la mettre en scène. Enfin voilà, je trouve que c'est un livre voilà, assez fort et il se trouve que complètement par hasard, j'ai rencontré Janine Altounian, qui est elle-même une fille de rescapée du génocide arménien. Et Janine Altounian, on a parlé de ce livre, voilà, on a discuté de ce livre. Et c'était très fort ce que Janine Altounian m'a dit, parce qu'elle m'a dit que pour elle, c'était après sa première très grande émotion en 1975, quand elle lit le livre de Karzou, qui est le premier livre d'histoire sur le génocide des Arméniens, et où elle-même, fille d'Arméniens, prend conscience de l'ampleur du génocide et donc de l'expérience qu'ont vécu ses deux parents. Eh bien, Janine Altounian, elle place le livre d'Anoush Kunt au même niveau, pour elle, que le livre de Karzou. Elle dit vraiment, il y a deux livres. Il y a le livre de Karzou en 1975 et le livre d'Anoush Kunt en 2023, ce qui, je trouve, est peut-être le plus bel hommage qu'on peut rendre au travail d'Anoush Kunt quand on sait que voilà, Janine Altounian, elle a 90 ans et c'est la spécialiste de cette question. Oui, c'est un livre très atypique, et c'est intéressant aussi du point de vue de l'écriture historique, parce que Anoush Kunt, c'est quelqu'un qui a fait une thèse avec un format classique, avec un travail sériel, global, sur les populations de réfugiés arméniens dans l'entre-deux-guerres en France, et là, du coup, qui prend un peu un chemin de travers. C'est un mode d'écriture très singulier, pour interroger effectivement que veut dire un changement de nom, que veulent dire des points de suspension à la fin d'une phrase, que veut dire une case non cochée sur un formulaire, et du coup, interroger autrement un même matériau. Donc c'est un livre assez bref, et effectivement qui pose plein de questions sur la façon même d'écrire cette histoire. Alors l'autre livre que vous avez choisi, c'est pas forcément un sujet beaucoup plus gai, mais c'est souvent le cas en histoire contemporaine, c'est le livre de Grégoire Kaufmann. Oui, c'est vrai que c'est pas... on est toujours aussi influencé par ses propres tropismes professionnels. Donc moi, mes choix me poussent plutôt vers les livres sur les guerres, les conflits, la violence d'une manière générale. Mais je dois dire que... le livre de Grégoire Kaufmann, donc Grégoire Kaufmann, il est historien de formation, il a consacré une thèse à Drummond et à l'histoire de la naissance de l'extrême droite antisémite en France à la fin du 19e siècle, au tournant du 20e siècle. Et puis, il avait déjà publié un livre... un peu personnel, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, qui s'appelait Hôtel de Bretagne, où, en fait, il faisait une sorte d'histoire familiale à partir de l'histoire de son grand-père maternel, qui avait été un chef de maquis en Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était assez intéressant parce que, d'une certaine manière, il revisitait un peu l'histoire de ce héros, qui est un héros familial, mais aussi un héros local, c'est une figure locale politique de la résistance, mais qui avait couvert des actes, des exactions au moment de la libération et des formes de ce qu'on appelle aujourd'hui une épuration extrajudiciaire. Donc il n'avait pas commis ces actes lui-même, mais il les avait couverts, il avait couvert les agissements de ces hommes. Et donc, en historien, Grégoire Kaufmann s'était saisi de cette histoire. Et il en avait fait une histoire, alors voilà, comme moi je les aime beaucoup, c'est-à-dire vraiment une micro-histoire au ras du sol, à la fois en utilisant des archives familiales, mais en allant aussi dans les archives, tout ce qu'il y a de plus classique, aux archives départementales du Morbihan, etc. Et donc c'était déjà un livre qui m'avait beaucoup plu, et d'ailleurs je le dis à vos auditeurs, il a été réédité en livre de poche récemment. Mais là c'est encore autre chose. Et il a fait un pas de plus vers l'histoire personnelle, vers l'histoire intime, puisque c'est son histoire qu'il raconte. Grégoire Kaufmann, c'est l'un des 2 fils de Jean-Paul Kaufmann, le journaliste, qui a été enlevé au Liban
en 1985 et qui est resté 3 ans en détention au Liban. Alors, les plus jeunes de vos auditeurs ne s'en souviennent sans doute pas et sans doute n'étaient-ils pas nés. Mais nous, qui sommes de cette génération-là, nous nous souvenons que pendant 3 années, quasiment, le journal télévisé de 20h s'ouvrait avec les portraits des otages, parce qu'ils étaient plusieurs, il n'y avait pas que Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Michel Seurat. Et donc, il y avait cette minute de souvenirs pour ne pas les oublier. Bon. Oui, donc, avec le décompte des jours. Disons, ça fait 355 jours qu'ils sont détenus en otage au Liban. Voilà. Et donc c'est son histoire intime, personnelle, puisqu'il avait donc 14 ans, 13 ans au départ. Mais c'est aussi notre histoire. C'est-à-dire que c'est aussi un pan important de l'histoire de la société française dans les années 80. Et ce récit, c'est sous-titré Récit, c'est publié aux éditions Flammarion. J'ai trouvé ça remarquable. Et j'ai trouvé ça d'autant plus remarquable que l'exercice était particulièrement, à mon avis, ambitieux et casse-gueule, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que c'est ambitieux quand on est historien de dire qu'on va être l'historien de sa propre histoire. Oui, de sa propre histoire aussi proche, parce que beaucoup le font, mais le font plutôt pour la génération d'avant, parlent de leurs grands-parents. On a vraiment beaucoup de livres maintenant qui abordent ces questions. Yvan Jablonka, on peut penser aussi à Camille Lefebvre, mais c'est sans doute différent de parler de la génération de ses parents par rapport à celle des grands-parents. Exactement, il y a ça. On trouve aussi des récits très personnels, mais plutôt pour les historiens et des historiens très chevronnés qui arrivent, disons, dans la dernière partie de leur vie et qui vont écrire leurs souvenirs, leurs mémoires. Souvent, d'ailleurs, l'égo-histoire. Voilà, souvent à la demande d'un éditeur, d'ailleurs, ils ne le font pas forcément spontanément. Moi, je trouve que d'un point de vue historiographique, c'est passionnant. Ça fait partie des livres que j'aime beaucoup lire. J'ai relu récemment les mémoires de Jean-Jacques Becker parce qu'il est mort en juillet, mais j'avais lu aussi celle de Raoul Girardet. Enfin, c'est absolument passionnant. Mais c'est pas du tout le même exercice. Parce qu'en réalité, là, c'est un travail d'historien. Pourquoi je dis que c'est un travail d'historien ? Parce qu'il y a des archives. En réalité, tout repart des archives. Et c'est peut-être ça la passerelle, le point commun entre le livre d'Anouchh Kuhn dont on parlait à l'instant et le livre de Grégoire Kaufmann. C'est que c'est une démarche commune qui est une démarche historique. Grégoire Kaufmann a retrouvé, ou plutôt il a toujours su que c'était là, mais il n'y était jamais allé voir, dans la maison de ses parents, une malle. Et dans cette malle, il y a toutes les archives de la société, du comité de soutien, des amis de Jean-Paul Kaufmann. Parce que donc, la mère de Grégoire Kaufmann, Joëlle Brunerie Kaufmann, qui par ailleurs avait une identité propre, qu'elle était gynécologue, c'était une grande figure de la lutte du mouvement des femmes dans les années 70, elle a beaucoup lutté pour l'avortement, etc. Et à partir du moment où Jean-Paul Kaufmann est retenu en otage au Liban, elle va se consacrer de façon quasiment exclusive à la libération de son mari, c'est-à-dire à la médiatisation du sort des otages, de son mari mais aussi des autres otages, et elle va constituer un comité de soutien et faire vraiment de l'agitation médiatique, et c'est assez nouveau, c'est assez inédit comme démarche. Et donc, ce comité de soutien a produit des archives, et toutes ces archives ont été, quand Jean-Paul Kaufmann a été libéré, enfermées dans une malle, et plus personne n'a jamais réouvert la malle. Et donc, Grégoire Kaufmann rouvre la malle d'abord pour sauver les archives. Il raconte, c'est une scène très amusante où il va avec son ami Yann Potin, qui est conservateur aux Archives nationales, et il y a vraiment ce sauvetage des archives qui sont en train d'être mangées par les souris, bouffées par l'humidité. Donc c'est d'abord sauver les archives en tant que vraiment pièce matérielle, et puis ensuite bien sûr les lire et essayer d'en faire quelque chose. Et pourquoi je trouve que c'est un livre extrêmement réussi? Eh bien parce que tout simplement c'est un livre qui nous fait retraverser les années 80. Alors je suis peut-être un peu de parti pris, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé
ça m'a plu d'être replongée dans cette atmosphère qui sont les années de mon enfance, mais qui édulcore pas du tout la violence de ces années-là, le rôle de la télévision, l'omniprésence des médias, le point auquel cette famille est sous le feu des projecteurs, alors à sa demande, mais pas toujours à sa demande, puisque Grégoire et son frère sont régulièrement filmés, leurs photos sont dans le journal, etc. Et ce que le récit nous propose, c'est l'autre côté du miroir, c'est-à-dire comment on vit ça, qu'est-ce que c'est d'être un fils d'otage, quel impact ça a sur sa vie au collège, sur ses relations amicales, sentimentales parfois. Et Grégoire Kaufmann ne s'épargne pas du tout. C'est-à-dire qu'il se peint pas du tout en victime, ou voilà, alors qu'il est une victime collatérale de cette prise d'otage. Et puis surtout, il se peint parfois en termes peu amènes, hein, il faut bien dire. Il se décrit comme un adolescent rebelle, rétif à l'autorité, qui rue dans les brancards. Mais donc, je pense que l'intérêt qu'on peut prendre à ce livre, c'est vraiment, au-delà de la petite histoire, entre guillemets, c'est pas du tout nombriliste, c'est pas du tout impudique, c'est au contraire. Et là, pour le coup, autant le texte d'Anoush Kunt, comme vous l'avez dit, c'était un pas de côté du point de vue de l'écriture de l'histoire, avec au contraire une dimension très littéraire, presque onirique parfois. Là, au contraire, Grégoire Kaufmann, il met à distance l'impudeur en restant sur sa ligne d'historien et sur son rapport aux sources. Et donc voilà, il fait vraiment un travail d'analyse. Et je dois dire que c'était un pari risqué, mais je trouve que c'est un pari remarquablement gagné. Je me permets d'ajouter sur ces années 80 et le fait de réévaluer leur violence et effectivement et l'étrangeté un peu qu'il y a à en faire un objet d'histoire quand on les a vécus, mais ça c'est le lot de toute période. Mais sur l'importance et les basculements de ces années 80, il y a un livre très très intéressant de François Cusset qui s'appelle La décennie, publié à La Découverte, qui est vraiment remarquable sur ce que veulent dire ces années tapis, ces années effectivement de Berlusconi, des médias, et ce que ça veut dire politiquement aussi dans certains renoncements aux idéaux révolutionnaires des années 70, ça s'appelle La décennie, c'est très 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 stimulant, même si c'est pas de l'histoire au sens strict du terme. Oui, excusez-moi, et Grégoire Kaufmann, juste pour terminer là-dessus, il a vraiment ça, c'est-à-dire qu'il fait le lien en historien. Ses parents appartiennent à la génération d'avant, la génération des 68 arts, donc il y a le lien avec les années 70. Tout le paysage politique de la France de ces années-là, c'est aussi finalement une micro-histoire politique de la question des otages, parce qu'on croise les différents gouvernements, évidemment le gouvernement Chirac, la question de la négociation, la question de l'instrumentalisation politique par le Parti Socialiste et par le RPR, de comment on va... est-ce qu'on libère les otages, est-ce qu'on les fait pas libérer, enfin, est-ce qu'on libère, c'est pas eux qui décident, mais est-ce qu'on insiste pour les faire libérer, à quel moment, la question des temporalités politiques qui, évidemment, se fracassent sur les attentes familiales, et puis bon, il y a la mort de Michel Seurat, qui est un des otages qui est assassiné par ses geôliers. Donc c'est vraiment une micro-histoire des années 80 intime et collective. Alors on aurait envie de dire qu'il y a des sujets plus heureux qui impliquent les relations sentimentales et amoureuses, mais c'est pas tout à fait le cas dans le troisième livre que vous avez donc débuté et déjà envie de conseiller. C'est le livre d'Aïcha Limbada sur la nuit de noces au XIXe siècle, qui montre que c'est une nuit de noces tout sauf simple, en particulier pour les jeunes femmes qui la vivent, en particulier dans les familles bourgeoises qui éduquent peu leurs filles à la sexualité. C'est un livre dont on a beaucoup parlé, vous-même vous lui avez consacré une émission, mais parce que je crois que c'est un livre important. C'est sous-titré « Une histoire de l'intimité conjugale ». Alors, je ne parlerai pas du contenu, puisque, comme je l'ai dit, j'ai commencé à le lire, mais je ne l'ai pas terminé. Donc, il n'y a rien de pire que de parler d'un livre qu'on n'a pas lu. Mais de ce que j'ai lu pour l'instant, et surtout de ce que j'ai compris qu'il y avait dans ce livre, je pense que c'est un livre important parce que c'est une nouvelle génération d'historiens, d'historiennes en l'occurrence, qui viennent... reprendre le métier là où la génération d'avant l'avait arrêté, et c'est assez touchant, je trouve. Notamment, elle cite beaucoup évidemment le travail de Michel Perrault sur l'histoire intime, l'histoire de la vie privée, l'histoire des chambres, et
c'est aussi, d'un point de vue historiographique, c'est aussi intéressant de voir comment fonctionne l'histoire, c'est-à-dire par à coup. Il y a eu cette grande histoire de la vie privée à la fin des années 80, début des années 90, dirigée par Georges Duby et Michel Perrault. Mais il y avait encore à ce moment-là des limites. Forcément, il y a toujours des limites en histoire. Il y a un endroit où on ne peut pas aller, il y a un espace, parce qu'on ne peut pas y aller parce qu'il n'y a pas de source. Et donc, c'est des défis pour les générations qui suivent. Et donc, c'est ce défi-là que, visiblement, Aïcha Limbada a relevé en disant, mais est-ce que malgré tout, même si, bien sûr, la chambre à coucher, la nuit de noces, c'est pas quelque chose qu'on va raconter dans son journal intime, etc., mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des sources pour documenter ce moment qui est vraiment l'intime de l'intime, ce moment de la rencontre entre un homme et une femme après leur mariage. Et elle a trouvé des sources. Elle a trouvé des sources, et pas qu'un peu. C'est ça qui est fascinant. Quand on lit des histoires comme ça, on se dit, ah oui, donc il y avait bien des sources, mais il fallait peut-être se donner la peine de les chercher, et surtout de savoir comment les exploiter. Donc elle a notamment utilisé des sources ecclésiastiques, autour des demandes d'annulation des mariages, en utilisant les motifs des demandes d'annulation des mariages religieux. Et puis, elle a utilisé aussi les textes des confesseurs, etc., la littérature plus généralement. Et donc, là, on plonge dans le 19e siècle et dans cette inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes, qui est, comme vous l'avez dit, une inégalité d'abord dans l'éducation. C'est-à-dire que vraiment les filles arrivent au mariage, et en particulier les filles de la bourgeoisie, qui sont les plus productrices de sources pour cette époque, arrivent au mariage absolument vierges, ça c'est sûr, mais vierges de toute information de ce qui va leur arriver. Et je trouve que c'est vraiment... extrêmement enthousiasmant de se dire qu'on va pouvoir encore apprendre des choses sur le 19e siècle après les travaux fondateurs de Michel Perrault, d'Alain Corbin, de Dominique Khalifa. Et c'est encore possible d'apprendre des choses sur le 19e siècle et sur l'histoire de l'intimité. Et donc j'attends les vacances avec impatience pour pouvoir me plonger dans cet ouvrage. Alors c'est passionnant et c'est effectivement enthousiasmant, et moi j'ajouterais que l'idéal serait d'arriver à connecter toutes les lignes historiographiques, et en particulier d'arriver aussi à reconnecter avec un pan un petit peu disparu, et même dans ce livre, c'est pas ce qu'il y a au premier plan, c'est la démographie historique qui a été tellement importante en France dans les années 60, 70, 80, avec ces calculs par exemple des taux de naissance illégitimes, pour savoir combien d'enfants étaient conçus en mariage, etc. Et je pense que là, il y a encore une étape à mon avis à faire pour que les grandes thèses d'histoire sociale quantitative des années 60, 70, 80 ne tombent pas complètement dans l'oubli, et que les nouvelles générations arrivent à s'en emparer aussi, parce que c'est presque devenu des sources finalement, ces grandes œuvres quantitatives de la deuxième moitié du XXe siècle, et il faut pouvoir aussi bâtir dessus pour avancer des interprétations. Oui, c'est tout à fait juste. Je pense que c'est ce vers quoi on tend, ou en tout cas on espère tendre toujours, c'est-à-dire parce que nourrir, étayer toute cette chair, c'est le cas de le dire, et cette histoire si vivante, mais l'étayer aussi d'un point de vue plus systématique, par exemple par une étude quantitative ou une étude démographique, ce serait formidable. Alors je vais me permettre d'ajouter 2 petits conseils en histoire contemporaine, comme il y a eu beaucoup de choses et qu'on n'a pas eu le temps de parler de tout dans le podcast. D'abord, je voudrais saluer à ce micro une grande entreprise qui vient de se terminer, c'est les œuvres complètes de Jean Jaurès, publiées par Fayard, avec Gilles Candard en maître d'œuvre, et avec de nombreux volumes. Le dernier, c'est Guerre à la guerre, donc ça nous intéresse particulièrement, c'est les années 1912-1914 des œuvres de Jaurès, c'est Marion Fontaine et Christophe Prochasson qui ont préparé ce volume, mais c'est le tome 15, donc d'une grande entreprise éditoriale, qui est en plus pas très familière de l'édition française, parce que, à la différence de l'Allemagne, où chaque grand auteur a ses œuvres complètes, et depuis longtemps, voire 2 ou 3 éditions différentes d'œuvres complètes, c'est très rare en France finalement qu'on arrive à mener ce type de projet à son terme, et là c'est le cas pour Jaurès, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Je pense que pour toutes les bibliothèques universitaires en particulier, tous les jaurésiens, les jaurésiennes, mais aussi les bibliothèques universitaires, il faudra avoir ces volumes. Et puis sur un mode peut-être un peu plus léger, mais très très intéressant, comme c'est la période des fêtes, et comme il y a tout
tout un imaginaire de l'Ouest américain, du western, que ce soit pour les gens qui ont vu les films, tellement nombreux, qui ont lu les bandes dessinées de Blueberry par exemple. Eh bien, il y a une histoire très neuve qui s'écrit de cet Ouest américain, et c'est l'historienne Soisig Villerbu, qui est prof à Limoges, qui a rédigé une nouvelle histoire de l'Ouest, Canada, États-Unis, Mexique, et qui tient vraiment le pari de raconter une histoire totalement renouvelée, conceptuellement, de traiter ensemble les Amérindiens, le Mexique, le Canada, les États-Unis. Il n'y a rien de téléologique, tout est questionné. Il y a une mine d'informations et une mine de réflexion, donc vraiment je conseille ce livre que j'ai lu très récemment. Et pour voilà, toutes les personnes qui s'intéressent à cet Ouest mythifié, c'est très bien de pouvoir mettre les mythes face aux réalités historiques, surtout qu'elles sont très très travaillées, et qu'on n'a pas toujours les échos de ces travaux de ce côté de l'Atlantique. Ça donne envie. Je l'inscris sur ma liste de livres à lire. Voilà, résultat garanti. Merci beaucoup Manon Pignot pour ces conseils. Merci à vous et bonne fête. Et bonne fête tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.